Malheureusement, on a un BTC qui se fait de nouveau rejeter par la grosse trendline qui relie les deux précédents tops des précédents cycles. Sur le court terme, au niveau du 4 heures sur Bitcoin, on a fait un market structure shift qui nous annonce probablement une reprise baissière et un retour sur le support des 120 000 $. En parallèle de tout ça, on constate également une légère décélération des inflows du côté des ETF spot sur Bitcoin avec quand même une belle journée hier à plus de 440 millions de dollars d'inflows. Et comme vous le savez, un BTC qui retrace, ça entraîne forcément les altcoins au sud avec une belle journée encore de liquidation à plus de 500 millions de dollars. On a donc globalement un marché des cryptos qui retrace et qui reprend la direction du sud avec une Bitcoin dominance qui reprend, elle, la direction du nord, donc une halte saison qui est encore retardée. Cet après-midi, on attend avec impatience le discours de Jérôme Powell qui, on l'espère, va nous donner plus d'indications sur les probables politiques monétaires de la Fed au niveau du prochain FOMC de fin octobre. Le marché price toujours au-dessus de 90% de probabilité de baisser les taux une nouvelle fois. Comme vous le savez les amis, tout ça, ça fait partie de la volatilité normale du marché crypto, mais sachez que mon billet pour la fin d'année n'a absolument pas changé. On reste persuadé que Q4 va être explosif au niveau de l'écosystème. Donc vraiment, tenez bon, patience will pay off. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner toutes les news importantes de l'écosystème et comme d'habitude, on ira se faire un gros tour des graphes pour que vous ayez les points importants à garder en tête. Et je vous rappelle qu'on fait toujours 3 vidéos par semaine. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, continuez de vous abonner à la chaîne et continuez bien évidemment de liker et de commenter nos vidéos. On attaque avec les news du côté des données on-chain qui nous disent que les prises de bénéfices restent à des niveaux quand même relativement bas après que Bitcoin justement ait atteint de nouveaux sommets historiques, ce qui suggère que le rallye pourrait se poursuivre sans sommet en vue selon CryptoQuant. Du côté des trésoreries d'entreprise, on a DCC Entreprises qui est une société qui est cotée au New York Stock Exchange qui lève 124 millions de dollars pour renforcer sa trésorerie BTC. On a également un petit nouveau qui rentre dans la course à l'accumulation de Bitcoin. On a Libware qui a réalisé son premier achat de BTC avec un démarrage à plus de 3,3 millions de dollars. Derrière, énorme nouvelle, on a le fonds souverain du Luxembourg qui marque une première historique et qui alloue 1% de ses avoirs aux ETF BTC, devenant ainsi le premier fonds d'État de la zone euro à le faire. Comme vous le savez, on vous en parle souvent dans cette vidéo, mais l'accumulation de Bitcoin par les institutions est absolument exceptionnelle et on peut voir que déjà, cette année, il y a plus de Bitcoin qui ont été achetés que pendant toute l'année 2024, alors que justement, il reste encore 3 mois. Autre énorme nouvelle d'un point de vue de l'adoption, il y a Polymarket, le plus grand marché de prédiction au monde, qui prend désormais officiellement en charge les dépôts en BTC. On a également Square, la société de Jack Dorsey, qui lance un service de paiement Bitcoin pour tous les commerçants américains. C'est encore insane, leur permettant bien évidemment d'accepter les BTC à la caisse. C'est huge, les amis. Ça bouge aussi du côté des UK. On a les investisseurs particuliers britanniques qui pourront désormais investir dans les ETN Bitcoin dès aujourd'hui. Ça, c'était plus faisable depuis à peu près 2021. Une métrique de plus qui nous montre que Bitcoin est juste inarrêtable. En à peine 16 ans, la capitalisation boursière du BTC a déjà dépassé la valeur totale de Visa et Mastercard réunis. Autre bonne nouvelle du côté des US, on a la sénatrice Cynthia Lummis qui déclare qu'elle travaille à supprimer les taxes sur les petites transactions en BTC. Même chose du côté de la Suède, on a le député Rickard Nordin qui propose de supprimer aussi la taxe de 30% sur les petites transactions en Bitcoin pour justement encourager son utilisation quotidienne. Et bien évidemment, il suggère également d'ajouter le BTC aux réserves de change de la Suède pour lutter contre l'inflation. Autre métrique intéressante, on a la Deutsche Bank qui existe que d'ici 2030, le Bitcoin et l'or pourraient figurer sur le bilan des banques centrales, porté bien évidemment par la baisse de la volatilité, la disparition du scepticisme et l'adoption croissante menée bien évidemment par les États-Unis. On a également S&P Global qui vient de lancer le S&P Digital Market 50 Index combinant pour la première fois crypto et actions blockchain. Donc ça va combiner 15 crypto-monnaies dont la capitalisation est minimum de 300 millions de dollars et 35 actions d'entreprises blockchain dont la capitalisation minimum est à 100 millions de dollars. Toujours la folie du côté de l'écosystème BNB, on a d'ailleurs BNB qui devient la 3e plus grosse market cap en termes de valorisation et qui dépasse du coup XRP et USDT. On a également PayPay qui est une filiale de SoftBank et qui est leader des paiements numériques au Japon qui va prendre 40% du capital de Binance Japon dans le cadre d'un partenariat stratégique. Et on continue avec Easy Labs qui va lancer un fonds de 1 milliard de dollars pour soutenir les projets bâtis sur la BNP Chain avec un focus sur la DeFi, l'AI et les RWA. Et on a aussi la BSC qui finit en tête du volume sur les DEX au cours des dernières 24 heures avec plus de 5,8 milliards de dollars. Ça continue aussi de bouger du côté de Solana. On a la société de trésorerie Solana DeFi DevCorp qui s'associe à Super Team Japan pour lancer le DFDJJP qui est le premier projet de trésorerie axé sur le Solana au Japon. On a aussi Ethena Labs qui va s'associer à Jupiter pour lancer le JUPUSD qui sera le premier stablecoin sur Sol. Je vous en parlais dans la dernière vidéo, mais on a du coup Bitwise qui a enfin déposé une mise à jour de son dossier ETF Solana pour inclure le stacking avec des frais de 0,2%. On a aussi Upexi, la société de trésorerie de Solana qui détient plus de 2 millions de sols d'une valeur pratiquement de 450 millions de dollars selon sa dernière mise à jour. Les analystes estiment aussi que le prix du sol pourrait grimper à 290 voire 345 dollars si la SEC approuve les ETF spot cette semaine avec des chances d'approbation de proche de 100%. Et enfin, pour finir sur Solana, on a quand même l'écosystème qui a généré pratiquement 3 milliards de dollars de revenus annuels qui dépasse bien évidemment les niveaux de croissance initiaux d'Ethereum et qui souligne son expansion rapide et l'activité de la chaîne. De toute façon, il y a deux écosystèmes qui sont très mis en avant en ce moment, hein, c'est l'ABSC et Solana. On finit ces news avec MetaMask Mobile qui intègre désormais le trading de contrats perpétuels via Hyperliquid et qui montre qu'il y a une impétence toujours plus grande pour les DEXperts. On se refait un petit tour rapide du côté de l'inflation. On a une inflation aujourd'hui selon Trueflation qui est à 2,23% et qui reste dans son range entre 2,30 et 2%. Comme je vous le disais du côté du calendrier économique, cet après-midi, discours très important de Powell, le président de la Fed, et on est censé demain avoir les données qui concernent notamment le marché de l'emploi. Ça serait des données
données qui seraient quand même intéressantes qu'on ait, mais avec le shutdown aux États-Unis, je suis pas certain qu'on les ait. Et du côté des probabilités de baisse de taux, comme je vous le disais, on est au-dessus de 94% de chances de voir une baisse de taux d'ici fin octobre. Du côté des indices US, tout va toujours bien. Le SP500 nous imprime à nouvel ATH à pratiquement 6800 points. Même chose du côté du Nasdaq, au-dessus de 25 000 points. Du côté du gold, ça continue de skyrocket. On est désormais au-dessus de 4 000 $ l'once. Et on assiste également à un joli rebond du dollar index. Et ça, vous savez que c'est pas hyper bon pour les actifs risk-on. On va passer à la partie analyse crypto, mais je vous fais juste un petit rappel avant. Comme vous le savez, sous chacune de nos vidéos, vous avez un lien si vous souhaitez rejoindre le Merov Club. Une fois à l'intérieur du club, vous aurez accès à tous nos portefeuilles types en fonction de votre profil de risque dans lequel on va vous donner le nom des cryptos sur lesquels on s'expose, nos pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Vous aurez également accès à tous nos signaux de trading en alpha pour aller surperformer le marché, à l'image de Cake, le dernier alpha qui a été pris dans le club et sur lequel on a pris notre premier TP. Vous avez aussi la possibilité de faire travailler vos capitaux en automatique grâce à nos robots de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Et enfin, on vous donne accès à Q42 qui va vous permettre de rentrer en accès anticipé sur tous les nouveaux projets crypto avant leur sortie. On a quand même enchaîné pas mal de TP ces dernières semaines avec le club. Voyez ce screenshot d'un double TP sur Pengu. On a eu aussi une belle victoire sur Bonk. Là, on va peut-être tranquillement re-rentrer dans des zones d'accumulation. Et aussi la belle victoire de ces derniers jours avec un double TP du côté de Cake. On attaque l'analyse avec Bitcoin qui, comme je vous le disais en début de vidéo, s'est de nouveau fait rejeter par la grosse trendline qui relie les tops des précédents cycles. Si on se fait un tour du côté du plus court terme, on a toujours Bitcoin qui est donc dans cette structure classique en mégaphone qui est plutôt une structure de continuation haussière. Donc ça reste bullish, hein, surtout qu'en plus de ça, vous savez, depuis le point bas qu'on a fait aux 107 000 $, on réimprime des structures haussières avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc là, ce qui va être important, si jamais on part dans une phase de retracement, on va aller faire un petit tour après du côté du 4 heures, c'est bien évidemment de maintenir ce dernier plus bas pour continuer d'être justement dans cette structure haussière et repartir tranquillement en direction de la TH et enfin casser cette grosse trendline. Comme je vous le disais, si on regarde rapidement du côté du 4 heures, on est venu faire ce qui s'appelle un market structure shift, c'est-à-dire que dans cette tendance haussière, le dernier point bas qui nous avait permis de faire le point haut a été cassé. On a donc potentiellement un retournement de structure qui est en train de se mettre en place et qui nous amène de la convergence sur le fait qu'on pourrait reprendre une continuation baissière. On aura le premier arrêt des 120 000 $ qui sera important de maintenir et sinon on a une grosse zone de fair value gap en daily ou une zone de rechargement de longue à aller revisiter. Mais globalement, ce qui est très important, encore une fois, c'est de conserver cette tendance haussière en ne venant surtout pas casser le dernier plus bas qui a été fait au niveau des 109 000 $ pour justement reprendre la direction de la TH. Si on repart du côté du daily, si jamais du coup le support des 120 000 $ ne tient pas, ça sera intéressant d'aller voir le comportement du prix quand on viendra retravailler cette zone de fair value gap, qui est ce gros déséquilibre de marché. Globalement, il y a encore une belle zone de support qui pourrait faire office justement de dernier maintien au niveau des 118 000 $. Si jamais on la casse, on viendra très certainement visiter la zone de rechargement de longue du dernier mouvement. Vous vous souvenez, c'est toujours pareil, entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo, qui nous permettrait justement de revenir visiter toute cette zone de déséquilibre de marché, de la combler, pour essayer après derrière de repartir en direction du nord pour continuer de maintenir cet order flow haussier avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Sachant qu'au niveau du RSI, on est toujours en compression sur cette grosse trendline qui nous a rejeté une fois, deux fois, trois fois. Donc là, ce qui va être important, c'est peut-être de venir prendre appui sur cette dernière qui avait été breakée au moment de l'accélération justement et du déséquilibre de marché. Donc là, ce qui va être important, c'est vraiment potentiellement de prendre appui dessus pour pouvoir repartir en direction du nord et faire justement un nouvel ATH du côté du prix. Comme je vous en parlais également en début de vidéo, il y a une petite décélération des inflows au niveau des ETF, mais on a quand même fini une belle journée hier avec plus de 440 millions de $. Du côté de la Bitcoin dominance, on est en train de faire quand même un joli rebond. On est en train de se réaffranchir de la dernière zone de déséquilibre de marché qui aurait fait plutôt office de résistance. Là, si jamais on la casse et qu'on commence à reprendre le dernier plus haut au niveau des 60%, on va peut-être revoir justement une reprise de tendance haussière au niveau de la BTC dominance qui serait vraiment pas bon pour les alts et bien évidemment qui retarderait encore l'altcoin saison. Après, c'est aussi normal, on peut tout à fait, tant qu'on ne vient pas casser ce dernier plus haut, pour le coup, on reste dans un order flow plutôt baissier avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Mais sur la trendline au niveau du RSI également, on était vraiment sous une compression, on est venu la casser, on fait pullback, on latéralise dessus et là on est vraiment en train de reprendre la direction du nord. Donc a priori, peut-être que la dominance du BTC va repartir. Le prochain point à garder en tête, c'est donc du coup le dernier plus haut et la zone de résistance au niveau des 60%. On continue l'analyse avec Ethereum qui se fait de nouveau rejeter au niveau de sa zone de résistance globalement 4 800 $. Donc vous vous souvenez, après vraiment un bottom, une première accélération, une corrective en ABC, derrière une grande vague 3 qui est venue nous chercher pratiquement un nouvel ATH au pratiquement 5 000 $. Là, on est rentré dans une corrective ABC. En fait, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que j'ai l'impression que potentiellement cette ABC, elle serait pas finie. Donc cette grande 4 corrective, on pourrait tout à fait être dans une configuration de ce type-là. On viendrait chercher une grande A qui a été faite en 3 temps, ABC, une 1, 2, 3, et là, on pourrait partir sur une 1, 2, 3, 4, 5. Si jamais, là, pour le coup, quand la vague 1 corrective est en 3 temps, c'est qu'on est plutôt sur une flat. Donc, on pourrait revenir visiter la zone, justement, de support au niveau des 3 800 $. Après, encore une fois, je peux me tromper, on peut être sur une zigzag. Globalement, les points qu'il va falloir vraiment surveiller au niveau, justement, de l'action de prix du côté d'Ethereum, on pourrait revenir, du coup, visiter les 0,382, qui nous ferait une ABC plutôt en flat. Si jamais on doit venir casser, on a les 0,5 au niveau des 3 500 $. Je pense que revenir rechercher une zone de rechargement de longue, ça ferait quand même une grosse vague corrective. Après, au niveau du RSI, vous voyez, on s'était affranchi de cette trendline, on l'a de suite réintégré. On est pile sur
la zone des 50. Donc là, ce qui va être important, ça va être de potentiellement la maintenir, mais j'ai l'impression qu'on est aussi reparti sur un order flow plutôt baissier du côté d'Ethereum. Après, si jamais, comme je vous le disais, on avait fini cette grande corrective en ABC, si on continue de maintenir un order flow haussier et qu'on vient imprimer un plus bas, mais qui est plus haut que le précédent, on sera toujours dans une continuation de tendance haussière et on pourra éventuellement repartir au niveau de la TH. Mais ça, bien évidemment, ça va dépendre de ce qui va se passer du côté de Bitcoin. Sachant que du côté des ETF Ethereum, ça se calme un peu aussi. Là, on a fini la journée hier à plus 70 millions de dollars. Donc, on voit aussi une nette décélération justement des inflows. On continue l'analyse avec le Solana qui, une nouvelle fois, n'arrive pas à s'affranchir de sa zone de fair value gap, hein, qui était vraiment le dernier déséquilibre de marché qu'on a fait quand on a eu cette accélération baissière. Donc, je pense qu'on est toujours dans cette grande 4 corrective qui pourrait nous amener, si on est sur une flat, à retravailler la zone justement des 50 sur justement le retracement de ce troisième mouvement. On pourrait donc du coup revenir revisiter la zone des 190 dollars. Si jamais on casse et qu'on part plutôt sur une zigzag, on a le support des 180 dollars qui pourrait recommencer à me donner des zones intéressantes d'achat sur Ethereum, sur Solana, pardon. Si jamais on doit casser, on ira chercher une zone de rechargement de long qui globalement se trouve entre les 175 et les 153 dollars. J'ai quand même du mal à l'imaginer. Un Solana, il est quand même dans un order flow plutôt haussier quand on est sur du un peu plus long terme. Au niveau du RSI, vous voyez qu'il y a toutes ces belles trendlines là qui commencent quand même bien à faire leur taf. Là, ce qui est important, ça va être de vraiment maintenir la zone des 50. Et j'ai l'impression qu'on est plutôt repartir dans un order flow baissier. Donc, je pense qu'on va casser les 50. Ce qui sera important, ça sera de vite les reprendre pour pouvoir justement finir cette correction et repartir également en direction du Nord, faire, on l'espère, bien évidemment, un nouvel ATH, particulièrement si les ETF sont Solana sont approuvés dans les jours prochains. Mais globalement, comme vous le savez, en tout ça, ça va rester à corréler avec ce que va faire BTC. On se refait un petit tour rapide du côté de BNB, donc qui pour le coup, lui, dans sa grande vague 5, a atteint les 3,618 au-dessus de 1291 dollars qui était l'objectif. On est même monté pratiquement à 1350 dollars. Mais bon, a priori, on voit que ça corrige quand même beaucoup moins que le reste du marché. Il y a vraiment une traction assez énorme du côté de BNB. Mais encore une fois, voilà, si jamais vous êtes dans le train et que vous n'avez pas pris des profits, je vous recommande fortement de le faire. Et si jamais vous n'êtes pas dans le train, c'est pas sur ce genre de ce qu'il faut rentrer. Vraiment, gérez bien votre risque. Mais après, on voit aussi que ça commence à diverger, hein, du côté de BNB. On a vraiment cette belle trendline baissière qui fait office de résistance au niveau du cours sur le RSI. Donc là, je pense que vraiment, si jamais on est amené à casser un des derniers plus bas, la divergence sera corrigée. Là, on pourra partir vraiment dans une phase de sous-performance de BNB. Donc encore une fois, très important de commencer à prendre des profits. Je refais un petit tour également du côté d'Avax d'Avalanche qui, comme le Solana, n'a pas réussi à s'affranchir de sa dernière zone de déséquilibre de marché. On voit qu'on est vraiment revenu dans un order flow plutôt baissier au niveau du RSI. On a cassé la ligne des 50. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans une continuation de tendance baissière. À mon sens, on avait fait cette grande 1, cette 2 corrective, on a fait la grande 3 et on est en train de rentrer dans une grande 4. Si jamais on reste sur une corrective ABC plutôt en flat, on va revenir revisiter la zone de support des 27 dollars. Si jamais on doit être sur une zigzag, je ne serais pas étonné qu'on retourne sur la prochaine zone de support qui se trouve au niveau potentiellement des 22 dollars. Petit tour rapide également du côté de notre ami Sui qui continue de latéraliser globalement entre sa zone de résistance des 4 dollars et sa zone support au niveau des 3,24. On voit aussi qu'on a fait créer un déséquilibre de marché sur lequel on a réussi à s'affranchir, pardon. Mais là, on est en train de repartir en direction du sud. La dernière zone de déséquilibre de marché doit impérativement faire office de support pour pouvoir reprendre justement un order flow aussi. Mais on peut également constater que du côté du RSI, on se fait de nouveau rejeter par cette trendline. On est en train de casser la ligne des 50. Donc là, pour le coup, je ne serais pas étonné que dans un premier temps, on vienne au moins revisiter la zone de support des 3 dollars. Enfin, du côté de notre ami le XRP, après un ATH au niveau des 3,64 dollars, on est toujours dans cette vague 4 corrective en ABC. On est en train de nouveau de retravailler la ligne des 50. Si jamais vraiment on casse et qu'on vient casser du coup le dernier plus bas qui avait été fait dans cette correction au niveau des 2,76, on partira sur une correction qui sera plus en zigzag et on pourrait retrouver des objectifs potentiellement au niveau de la dernière zone de déséquilibre de marché. Enfin, il y en a encore une ici à combler. Mais là, il y aurait la zone de rechargement de long qui pourrait redevenir des prix intéressants pour les swing traders, bien évidemment, même si moi, je pense que le XRP, il est déjà beaucoup trop haut et l'espérance de gain sur ce truc-là, elle ne justifie pas le risque. Nous, ça fait partie des cryptos sur lesquels on n'est pas exposé dans le club. Mais voilà, pour ceux qui le sont, si jamais ils veulent jouer un petit swing ou du day trading, ça peut être intéressant de revenir retrouver des zones d'achat au niveau de la zone de rechargement de longue. Après, au niveau du RSI, on était sous trendline, on a réussi à s'en affranchir, on se fait de nouveau rejeter, on casse la ligne des 50. Donc, je ne serais pas étonné si jamais on vient faire un nouveau plus bas et qu'on parte dans une correction un petit peu plus en zigzag du côté de XRP pour cette grande 4. Avant, on l'espère pour les détenteurs, bien évidemment, repartir dans une grande 5. On continue avec le DOT de Polkadot que vous m'avez demandé d'analyser dans les commentaires. D'ailleurs, comme vous le savez, hein, si jamais vous avez une crypto que vous voulez que j'analyse en particulier, vous mettez son nom en commentaire. Mais globalement, malheureusement, je pense que je vais en décevoir certains. J'ai pas grand chose à dire. Je pense que c'est un peu un coin qui est en train de mourir malheureusement à long feu. Même si l'écosystème était plein de promesses, il n'y a plus beaucoup de choses. Et puis, d'un point de vue price action, c'est horrible, hein. On est toujours globalement compressé entre la zone de résistance des 11 et la zone de support globalement au niveau des 3 dollars. Mais si vous venez un petit peu plus du côté du court terme, on est toujours en train d'imprimer des structures baissières, hein, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. On est revenu faire un nouveau point bas globalement proche des 3 dollars. Tant qu'on ne vient pas casser le dernier plus haut qui avait été fait au niveau des 5,50 $, pas de market structure shift, donc pas de reprise de tendance haussière. Au niveau du RSI, on voit qu'il y a des forts momentum à la baisse, très peu de momentum à la hausse. On est en train de recasser la ligne des 50. Donc moi, malheureusement, voilà, j'ai que très peu d'espoir que le DOT performe sur ce cycle. Mais encore une fois, si vous avez des convictions, c'est important de jouer le bet. Mais voilà, nous, malheureusement, je pense qu'on est encore très très baissier
baissier du côté du DOT. Donc je pense qu'on va venir réimprimer malheureusement un nouveau plus bas. Vous m'avez également demandé d'analyser le H-bar. Donc pour le coup, après un dernier bottom local au niveau des 4 centimes, on a fait un market structure shift, une énorme poussée parabolique. On a poussé en 5 temps, on est venu atteindre la zone pratiquement des 40 centimes, donc x10 vis-à-vis du poids bas, sacré perf. Derrière, on est rentré dans une structure corrective en ABC qui nous a ramené justement sur la zone de support au niveau des 14 centimes. Je pense qu'on est reparti dans une vague haussière avec une grande 2 corrective, une 3 qui est venue chercher, il me semble, si je dis pas de bêtises, un 618. J'ai regardé ça tout à l'heure du côté de H-bar. On est venu chercher les 1,618, voilà, pratiquement tout pile au niveau des 0,30. Derrière, on est parti dans une grande 4 corrective. Dans cette grande 4, on est en train de prendre une structure en biseau descendant qui est plutôt une structure de continuation haussière. Derrière, il y a une dernière zone. On a retravaillé cette zone de déséquilibre de marché. Il en resterait une. Ça nous donnerait en plus de ça de la convergence avec la zone de rechargement de longue du dernier mouvement qui se trouve, comme vous le savez, entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo pour une potentielle reprise haussière pour une grande vague 5. Et là, on pourrait aller chercher des objectifs un petit peu plus hauts, mais il faudra attendre d'avoir le bottom pour aller justement calculer tout ça. Sachant qu'au niveau du RSI, on était aussi sous une trendline de compression baissière. On a à peine clôturé au-dessus, on s'y est fait rejeter, on casse la ligne des 50. Donc je pense que cette grande vague 4 n'est pas terminée. Je pense que le support des 0,2 va casser et qu'on va aller tranquillement revisiter la zone de rechargement de longue, potentiellement combler les dernières zones de déséquilibre de marché avant justement reprise haussière. On continue l'analyse avec AAVE que vous m'avez demandé dans les commentaires. Après ce long range d'accumulation globalement entre les 90 et les 50 $, bon, explosion à la hausse, hein, on pousse en 5 temps, on arrive jusqu'aux 405 $. Une belle corrective en ABC qui nous a ramené dans la zone de rechargement de longue pour une reprise, à mon sens, d'une grande 3. Après, encore une fois, je peux me tromper, on est peut-être dans une correction ABC plus grande qui pourrait, si jamais elle est flat, nous ramener justement dans la zone de rechargement de longue du premier mouvement. Si jamais on est dans une zigzag, on pourrait retourner encore plus bas. Mais là, a priori, en tout cas, ce que je vois, c'est que la zone de support, elle a l'air quand même de faire de moins en moins office de support au niveau des 280 $ globalement. Donc, si jamais ça casse, on pourra revenir rechercher dans un premier temps une zone de déséquilibre de marché. Et on est peut-être quand même toujours dans cette grande vague 3. Hein. Si on continue vraiment de maintenir une structure haussière dans la fractalité justement de cette grande 3, on peut tout à fait imprimer des choses comme ça. Tant qu'on ne vient pas justement casser le dernier plus bas, on est pour moi toujours dans une vague 3. Après, encore une fois, comme je vous ai dit, je peux me tromper les amis. Ne prenez pas tout ce que je vous dis pour argent comptant, mais globalement, on est sous une belle trendline baissière au niveau du RSI. On a cassé la zone des 50. Donc moi, je pense qu'à mon avis, le support là des 280 $, il va casser et on verra le comportement du prix un peu plus bas. Et en fonction, on pourra juger de si on a bel et bien fini cette vague de corrective ou si on est toujours dans une plus grande ABC. On continue l'analyse avec une crypto que vous m'avez également demandé en commentaire, le Hondo. Donc le Hondo après un petit point bas au 0,62, une première poussée en 5 temps qui nous amène au 1,15, une vague corrective ABC qui, à mon sens, était terminée. Mais on est peut-être là également dans une corrective ABC un peu plus grande qui pourrait nous ramener potentiellement dans la zone de rechargement de longue du premier mouvement. Mais pour le coup, voilà, il y a quand même très peu de momentum aussi du côté d'Hondo. On est sous une grosse trendline baissière dans laquelle on a réussi à s'affranchir 2 fois, mais on se fait toujours rejeter à la baisse. Là, on est en train de casser les 50 de nouveau en daily. On n'arrive pas vraiment à reprendre de la hausse. De toute façon, le secteur du RWA, à part quelques cryptos qui surperforment, nous, ça fait pas partie des secteurs sur lesquels on est quand même ultra bullish du côté du club. Mais bon, après, encore une fois, voilà, chacun ses propres convictions. Mais globalement, voilà, toujours un momentum assez faible sur Hondo. Je pense qu'on va au moins revenir revisiter cette zone de support au niveau des 0,85. Et si jamais on casse, ça sera qu'on était bel et bien dans une plus grande corrective ABC. Donc dans ce cas-là, la prochaine zone à maintenir en tête, c'est la zone de rechargement de longue du premier mouvement qui en plus nous permettrait de chasser déjà une grosse poche de liquidité. Hein. On a un triple bottom ici. Donc je pense qu'il y a énormément de gens à venir liquider dans cette zone-là. Puis ça nous permettrait de revenir travailler aussi les dernières zones de déséquilibre de marché. On continue avec Aster, bien évidemment, le token du Dexperp qui attire toute l'attention en ce moment. Donc après, bon, une explosion haussière qui nous a fait atteindre les 2,41 $. On a fait une belle vague corrective en ABC qui nous a ramené sur la zone de support des 1,50 $. Je pense, à mon sens, qu'on est reparti dans une nouvelle vague haussière. Là derrière, on se fait quand même 2 fois rejeter par la zone de résistance au niveau des 2,12 $. On tient quand même aussi bien le support des 1,80 $. Au niveau du RSI, on est sous une trendline baissière. On a cassé la ligne des 50. Il semblerait qu'on ait une petite reprise au niveau du RSI. Donc bien évidemment, à corréler avec ce que va faire le reste du marché. Si jamais on reprend la direction du nord et qu'on est bel et bien dans une grande vague 3, les points importants à garder en tête justement du côté d'Aster, sachant que faites attention parce que c'est déjà un gros bébé d'un point de vue de market cap. Derrière, ça serait les 0,618 au 2,84. On a les 1 pour 1 au 3 $ ou les 1,618 à 5 $. Mais ça serait quand même assez énormissime. Après, bien évidemment, s'il y a bien un marché où il y a des choses énormissimes, c'est bien la crypto. Et on continue avec le pump qui après, bon, un listing assez explosif et un petit bottom globalement au 0,002. Une première poussée en 5 temps, une correction ABC qui nous a ramené en zone de rechargement de longue. Explosion à la hausse, on est revenu chercher entre les 2,618 et les 3,618. On a fait un ATH au niveau pratiquement des 1 centime. Et je pense qu'on est parti en effet dans une grande vague corrective en ABC. Au niveau de la structure et de la fractalité de cette vague, j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt dans une zigzag. On a fait une 1, 2, 3, 4, 5, une 2, 3. Donc je pense qu'on va partir sur une 2, 3, 4, 5 également, qui pourrait nous ramener revisiter déjà un petit peu plus la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. Et puis on a un beau support qui pourrait jouer son travail au niveau des 0,004. Au niveau du RSI, on est sous trendline baissière, on est très en dessous de la ligne des 50. Momentum plutôt baissier. Je pense qu'il
va revenir visiter, à mon avis, des zones par ici, le pump incessamment sous peu. Et enfin, on finit cette analyse avec le Dodge qui, après un petit bottom au 0,12, nous a fait une première poussée en 5 temps. On atteint les 0,24, on corrige en ABC, on retourne en zone de rechargement de longue, on repète à la hausse, on revient toucher la zone de résistance au niveau des 31 centimes. J'ai l'impression qu'on est dans la fractalité de cette grande vague 3. Je pense qu'on est dans la grande 4 de la 3. On pourrait du coup tout à fait revenir visiter, si jamais on est sur une flat, la zone au niveau ici des 0,2. Si jamais on est sur une zigzag, il y aura le support qu'il faudra impérativement tenir pour après repartir justement dans une fractalité de grande 5, de grande 3. Au niveau des objectifs à garder en tête, si jamais prenez le bas de votre 1, le haut de votre 1, le bas de votre 2, ça serait d'aller d'atteindre déjà quand même les 1,618 au niveau des 0,35, ou on a les 2,618 qui nous atteindraient aux 50 centimes sur Dodge, sachant qu'on n'a toujours pas cassé la ligne des 50. Il est quand même moins faible que pas mal de cryptos de l'écosystème, mais pour le coup, voilà, là, il faut vraiment pas casser, revenir justement au contact de cette trendline, la casser, et là, c'est ce qu'on sera vraiment reparti dans la fin de cette grande vague 3. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'était JB du Mare of Club, que les marchés vous soient favorables. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.